Allez, c'est parti, un micro et on y va. Bonjour à tous. Merci pour votre accueil. Donc, je m'appelle Régis Quintin, je suis en charge du business Adobe Commerce sur IMEA. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait quelques temps que je traîne dans le monde de l'e-commerce depuis que j'ai démarré ma carrière, d'abord dans les startups, puis chez un intégrateur. C'est là que j'ai découvert le monde de Magento en 2008. J'étais un gros partenaire de Magento. D'autres solutions aussi, avant de rentrer chez Adobe il y a 10 ans et de m'occuper désormais de cette solution à laquelle je tiens tant. On a 40 minutes ensemble à peu près. J'étais au Summit à Las Vegas la semaine dernière, donc je suis revenu avec ce polo. J'ai mis un médium, je me suis dit que ça... Hein, voilà. Et j'ai un QR code qui va vous permettre de me poser toutes les questions que vous souhaitez. Je ne pourrai pas répondre à toutes et j'ai un modérateur qui en prendra quelques-unes à la fin. Je serai ravi aussi de discuter avec vous ensuite pendant toute la journée. Et puis, laissez vos coordonnées quand vous posez la question. Je m'efforcerai de revenir vers vous sur chaque question. Je vous laisse scanner. Pendant ce temps-là, je tiens à remercier tout le monde, les organisateurs. C'est un sacré événement à monter. Donc bravo à tous qui avaient dépensé tant d'énergie pour monter ça. Ça fait plaisir. Et puis je voudrais savoir un petit peu qui est dans la salle. D'abord, qui est côté client, qui est côté marchand dans la salle? Vous pouvez lever la main? Ah, pas mal. Un bon quart, un bon tiers. Et qui est côté plutôt partenaire, intégrateur ou développeur freelance? D'accord, ok. Et alors, moi, ça me rappelle les heures quand même du Bargento. Hein, voilà. Qui a participé déjà à un Bargento dans la salle? Ah, pas tant que ça, j'aurais dit plus. D'accord. Qui a participé au premier Bargento? Ah, d'accord. Intéressant. Bah, c'est bien, ça veut dire que c'est une communauté aussi qui se renouvelle, qui est dynamique. Et donc ça fait plaisir. Je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, Nicolas, c'était intéressant. Moi, il y a un truc qui m'interpelle, c'est qu'on voit plein de chiffres de croissance, etc. Et du coup, on se dit, c'est génial, bah, vous savez quoi, j'ouvre un site e-commerce et puis je fais de la croissance. Bah, c'est aussi simple que ça, en fait, je suis la vague. Non, en fait, c'est plus compliqué que ça. Hein. Pour les marchands qui sont dans la salle, je pense que vous témoignerez, c'est pas évident, parce que d'abord, cette croissance, elle est énormément absorbée par des grosses plateformes. Les Amazon et compagnie, et Temu et Shein qui sont en train d'arriver, TikTok qui va arriver. Et puis, l'autre point, c'est que, en fait, clairement, la plupart du chiffre d'affaires se fait dans les grosses zones de pic sur lesquelles on fait des discounts, sur lesquelles il y a des moments forts et qui absorbent énormément les marges. Donc il y a du volume, mais à un moment, en fait, la marge, elle est quand même compliquée à gérer. Donc voilà, je voulais mettre ça en relief parce que finalement, la raison d'être d'un dispositif e-commerce, c'est pas de vendre des produits, c'est clairement de créer une expérience client. Il faut que vous sortiez du lot. Il faut que vous arriviez à vous différencier. Il faut que les clients aient envie de venir sur votre dispositif à vous et pas sur un autre. Donc il faut leur faire vivre quelque chose de particulier, quelque chose d'exceptionnel. Autrement, fermez votre site e-commerce, allez sur Amazon, sur les plateformes, that's it. Vous êtes supplier. Donc ce truc de l'expérience client, je pense que plus personne n'a besoin d'être convaincu, mais il est hyper important. Et nous, c'est ce qu'on cherche à faire Adobe de façon générale, avec Adobe Experience Cloud, c'est permettre aux entreprises de créer ces expériences-là pour nos clients. Et ça passe à travers 3 gros piliers qui sont importants. Le contenu, évidemment, la donnée des clients, des prospects,
pour pouvoir les comprendre, les connaître et personnaliser leur expérience, utiliser tout ce contenu et ces variations de contenu pour justement faire cette personnalisation, et tout sera à travers des parcours qui doivent être orchestrés et qui passent du online, du offline, différents points de contact. Donc c'est extrêmement important d'avoir en fait tous ces éléments à la disposition. Et aujourd'hui, l'AI est en train de réellement révolutionner en fait cette discipline, ce marché qu'on appelait Customer Experience Management, est en train de devenir, en tout cas Adobe l'a renommé, créé un nouveau marché qu'on appelle désormais la Customer Experience Orchestration, où on va réellement orchestrer le parcours du client à travers tous les points de contact. Régis, je vous interromps un instant. Apparemment, il y a des problèmes de connexion avec le QR code. C'est le cas pour tout le monde. Vous avez réussi, certains, à vous connecter? Non, ça fonctionne. Le QR code n'a pas l'air de fonctionner. C'est vrai. Et alors, est-ce que je peux revenir 2 secondes dessus? Hop. Si on peut, on réessaye. Et puis. Et sinon, je peux revenir pour vous et on parlera dans la journée. Voilà, exactement. On lèvera la main ou on parlera dans la journée. Pardon pour l'interruption. Allez, 3, 2, 1. Et c'est reparti. Allez, on essaye, c'est à vous. Donc, au-delà de notre plateforme Adobe Experience Cloud sur laquelle, en fait, on a différents applicatifs qu'on met dans les mains du métier pour les uns gérer du contenu, les assets, les images, les vidéos, la partie CMS, le e-commerce. Pour les autres, gérer justement toute la donnée client, l'agréger, la rendre actionnable. Pour les autres, orchestrer des parcours, faire du push, du pull marketing. On a toutes ces disciplines-là dans l'entreprise qui ont des applicatifs différents et qui, pour autant, reposent sur une plateforme commune pour pouvoir travailler sur le même contenu et la même donnée pour justement créer ces parcours de façon efficace et cohérente. Au-dessus de ça, en fait, et donc ça, on a annoncé ça au Summit, on vient de créer en fait une plateforme d'orchestration d'agents IA qui va permettre à nous de fournir des agents IA qui sont des agents dédiés à des use cases, à des business cases, mais aussi de permettre à des partenaires d'étendre ces agents-là par la suite pour divers usages. Et donc on sort dès à présent 10 agents IA, et on le verra un peu plus tard dans la présentation, il y en a déjà un qui va servir directement dans Adobe Commerce pour les e-commerçants. On va rentrer dans ce qui nous intéresse le plus. On va focuser sur Adobe Commerce. Donc on a des grandes annonces, je pense que vous les avez vues. Et je vais expliquer un petit peu la raison de notre mouvement et ce qu'on est en train de faire. Notre focus avec Adobe Commerce, c'est réellement de permettre aux entreprises de créer justement ces expériences clients. On parle d'experience-led commerce. Et donc d'être capable de fournir des fonctionnalités qui vont permettre de créer ces expériences-là. Pour créer ces expériences personnalisées, il nous faut de la donnée. Donc, avoir toute cette couche, finalement, qui va permettre à la donnée d'aller et revenir avec les autres solutions et les autres canaux. Et puis, tout ça, c'est de la technologie et donc d'aider, évidemment, les entreprises à simplifier leur build et leur run de projet. Du coup, on a opéré plusieurs mouvements depuis qu'on a racheté Magento en 2018, où on a d'abord consolidé cette solution, viabilisé cette solution, essayé de nettoyer un peu un certain nombre de choses qui pouvaient être dans le noyau. Et puis ensuite, on a commencé à, pour justement répondre aux besoins de ces grandes entreprises avec lesquelles on travaille, à sortir des fonctionnalités un peu plus avancées, qui ne pouvaient pas forcément être faits justement dans ce noyau, et donc de sortir des services. Donc on est devenu une plateforme hybride faite d'Anchor Pass et de solutions SaaS, solutions qui offrent par exemple la capacité à exposer des catalogues, du merchandising, de la recommandation de produits, des services de paiement, mais aussi des solutions technologiques qui vont permettre d'étendre la plateforme plutôt que de la customiser. Et donc, ce chemin faisant, en fait, en 2024, début 2025, où est-ce qu'on en est? On en est à une plateforme qui est composable, avec différentes briques qui peuvent être activées ou non, qui est extensible, qui permet de personnaliser l'expérience commerce, qui permet d'automatiser justement cet échange de données, de partager une donnée pour vraiment créer une expérience omnicanale.
Toujours cette capacité qui est historique à Magento et qu'on a conservé évidemment à s'étendre sur différentes marques, différentes géos, différentes BU, différentes business models, et puis de créer des expériences innovantes puisqu'on a dès l'année dernière commencé à sortir un nouveau storefront qui permet de faire des choses assez innovantes et qu'on sort désormais au sein de la solution même. Donc on a fait tout ça et pour autant, en fait, quand on interroge nos clients, globalement ce qu'ils nous disent c'est c'est bien mais moi je veux continuer d'améliorer mon trafic, je veux améliorer mes performances SEO, je veux améliorer mon taux de conversion, avoir des expériences qui soient plus rapides, plus fluides. Donc il y a un vrai sujet de storefront. Je veux aussi être capable de pouvoir déployer des business cases qui soient beaucoup plus complexes, notamment dans le B2B. Et je veux simplifier la gestion de mon catalogue. Pouvoir, à partir d'un seul catalogue, avoir cette capacité à le déployer sur plusieurs marques, plusieurs géos, de façon beaucoup plus simple, et puis surtout d'aller beaucoup plus loin, notamment en B2B, pour avoir des prix par client et pas avoir les contraintes techniques que j'ai aujourd'hui dans la solution actuelle. Il y a aussi un vrai sujet de TCO, évidemment, qui remonte de tous nos clients, c'est-à-dire une dette technique qui à un moment s'est accumulée et une vraie complexité, un vrai coût à maintenir, à upgrader, qui fait que c'est autant d'innovation qu'on ne peut pas apporter, de développement qu'on ne peut pas apporter, de nouvelles fonctionnalités, parce que finalement, on mange ces unités d'œuvre dans de la maintenance. Et puis, on en a quelques-uns qui nous ont dit aussi, moi, j'ai une solution en place, je ne peux pas la replatformer, et pour autant, j'aimerais bien bénéficier de tout ce que vous promettez là. Donc, à partir de ça, on a désormais, on est rentré sur le dernier milestone d'une transformation qu'on a amorcée il y a 4 ans pour rentrer dans une ère de développement continu. Donc c'est l'objet de l'annonce qu'on a fait au Summit, puisqu'on a sorti 2 nouveaux produits au Summit. Donc en plus du produit Adobe Commerce que vous connaissez déjà aujourd'hui, qui est toujours en vente, on sort 2 nouvelles flavors d'Adobe Commerce. La première, c'est Adobe Commerce as a Cloud Service. Donc finalement, c'est quoi? C'est la solution qu'on avait en 2024 avec un cœur qui, lui, est SaaS. Donc c'est 1 an et demi, 2 ans presque de projet en sous-marin d'une grosse équipe de dev qui a pris le cœur existant et qui l'a splitté en différentes microservices pour le mettre sur le cloud et qu'il soit totalement scalable et qu'il soit totalement cloud native. On y a ajouté un certain nombre de choses dedans. Le storefront qu'on a démarré l'année dernière en mode VIP programme. Donc on a déjà 25-30 clients aujourd'hui qui utilisent ce storefront. On le sort officiellement dans la solution, il fera partie du package. Product Visual qui est un mini DAM avec de la GenAI dedans, je vais rentrer un peu plus dedans après. Des merchandising services, le catalogue service, le merchandising, les recommandations produits, et puis tous les outils évidemment de développement, ainsi que le noyau. Deuxième annonce, on veut aussi répondre aux clients qui ont mis en place une plateforme il y a un certain moment, peut-être des gros clients Ibris qui n'arrivent plus à transformer leur plateforme, des clients qui ont fait une solution maison dans laquelle ils ont implémenté énormément de processus et qui ne veulent pas replatformer, mais qui pour autant voudraient revoir leur expérience client front-end. Et donc là, on sort Adobe Commerce Optimizer, qui est finalement la partie autre d'Adobe Commerce as a Cloud Service, c'est-à-dire tous les services, sauf le cœur, puisqu'on va utiliser finalement la plateforme legacy du client, celle qui est en place. Alors c'est extrêmement facile à intégrer parce que finalement on va récupérer son catalogue et ensuite on va permettre la navigation dans les produits, les landing pages, la recherche, la recommandation produit, tout ce qui se passe avant le clic sur la mise au panier. Et puis ensuite, le panier et le checkout se fera sur la solution legacy du client. Donc c'est toute cette partie qui est la plus importante finalement dans le parcours du client qu'on va orchestrer nous-mêmes et sur lequel on va apporter toutes nos capacités de personnalisation. Évidemment, c'est composable, on propose le storefront. On peut utiliser aussi son propre storefront si on le souhaite, ou mettre n'importe quoi au-dessus. C'est headless.
Alors, Adobe Commerce as a Cloud Service, qu'est-ce que ça veut dire pour les clients existants? C'est un sujet important. Bon, j'ai implémenté une solution, je suis en passe, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je continue pas? Oui, vous pouvez continuer. Il n'y a aucun souci. On a 3 produits Adobe Commerce et donc vous pouvez continuer d'utiliser Adobe Commerce dans sa version pass, il n'y a aucun problème. Vous avez accès aux innovations qu'on apporte par tous les services qui sont positionnés au-dessus du cœur que vous utilisez et donc vous avez accès à toutes ces innovations-là. Maintenant, clairement, il y a des vrais intérêts aussi à regarder justement ce qu'on a sorti et à en profiter. Et ça, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a des chemins, différents chemins pour aller vers Adobe Commerce as a Cloud Service si on le souhaite. Et on peut le faire finalement dans le tempo qui est le sien en fonction de ses enjeux. Je dirais qu'il y a finalement deux grands chemins certainement qu'on peut adopter. Un chemin qui peut être intéressant, c'est de positionner Adobe Commerce Optimizer au-dessus de son cœur pass, finalement, existant, et puis de profiter du coup, grâce à ça, de tous ces avantages. Ou la deuxième possibilité, c'est d'y aller par des pas un peu plus petits, donc de commencer à adopter tout ce qui est Adobe Developer, App Builder, API Mesh. Donc en gros, ça permet de découpler des fonctionnalités qu'on a fait dans Adobe Commerce, dans le module, dans le cœur, de les découpler pour finalement enlever de la dette technique et se simplifier la maintenance et les upgrades. Et puis, pourquoi pas utiliser le Commerce Storefront pour, pareil, se débarrasser de l'historique Luma, qui n'est plus disponible évidemment dans Adobe Commerce as a Cloud Service. En faisant ces mouvements-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des avantages déjà, avant même d'être passé sur Adobe Commerce as a Cloud Service, en termes de conversion, de time to market, et puis de sécurisation du dispositif, et puis de commencer à rabaisser déjà le TCO, le coût de maintenance de la solution. Et puis ensuite, une fois qu'on est sur ce chemin-là, on va pouvoir aller, au moment où on le souhaite, passer sur Adobe Commerce as a Cloud Service. Donc voilà, il y a un chemin qui peut être assez progressif en fonction de chacun, s'il le souhaite. Alors je vais décomposer un petit peu ce qu'on a vu dans la plateforme. J'ai parlé d'un nouveau storefront. On parlait l'année dernière du nom de la technologie qui est derrière, qui s'appelle Edge Delivery Service. Cette technologie-là, elle est sortie il y a presque 3 ans maintenant sur AEM, le CMS d'Adobe. Et on l'a porté il y a 1 an et demi à peu près pour commerce. Donc Edge Delivery Service était disponible pour commerce et on l'a commencé à travers ce qu'on appelle nous des VIP programmes, donc quelques clients clés qu'on a choisis avec lesquels on a travaillé. Donc tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a sorti là a été développé avec des clients. Il n'y a pas une fonctionnalité ou un nouveau produit qui est sorti sans qu'on le fasse avec des clients qui ont go live avec ces solutions. C'est une nouvelle façon qu'on a de développer depuis 3-4 ans maintenant et à laquelle on tient énormément. Donc le storefront, l'idée elle est simple, c'est que finalement on a une technologie qui est revenue à des choses assez basiques finalement, des protocoles et des langages qui n'utilisent aucune technologie propriétaire et qui permet d'avoir une performance la plus haute possible. Donc on vous fournit en fait un storefront de base qui par défaut a un Google Lighthouse Score de 100. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde. C'est une note de 0 à 100. Je dirais que la moyenne des sites e-commerce est à peu près à 30. C'est-à-dire que ce n'est pas terrible. Mais en même temps, c'est hyper compliqué d'augmenter ce score-là. Alors évidemment, on a des technologies, notamment avec Uva par exemple, qui proposent des scores bien meilleurs. Nous, on part d'un score de 100 et on vous donne les outils pour qu'au fur et à mesure de vos développements, vous puissiez monitorer ça et rester au plus proche de 100. Sur tous les sites qu'on a sortis aujourd'hui, en fonction des pages et de la complexité des pages, on est entre 90 et 100. L'impact très direct et très intéressant, c'est que ça fait remonter énormément dans le SEO. Et du coup, vous avez des trafics, on voit nos clients qui sont passés à cette technologie-là, avoir des trafics naturels sur des mots-clés non brandés,
nom de marque, augmenter entre 2,5 et 5 fois 2,5 et fois 5. Donc des fois, c'est plusieurs centaines de milliers de dollars de SEA économisés, potentiellement. Donc voilà pour le storefront. En gros, sur cette technologie-là, on a ensuite des composants qui permettent de gérer toutes les pages et les zones de pages fonctionnelles d'un dispositif e-commerce qui sont disponibles, prêtes à l'emploi et que vous pouvez ensuite customiser en termes de look and feel évidemment, mais aussi en termes de fonctionnalité. Vous pouvez ajouter du code à différents endroits pour pouvoir avoir la page et les fonctionnalités dont vous avez besoin sur votre front. C'est des technologies standards, il n'y a pas de framework compliqué derrière, tous les développeurs peuvent le tester et y passer. Sujet intéressant dans cette technologie-là, c'est que ça va permettre aussi de faire des tests et des variations hyper facilement. Et en fait, on va pouvoir, sans avoir besoin de développement ou de solutions complexes en supplément, en complément, pouvoir créer des variantes et pouvoir gérer une version de contrôle, des versions de variantes et envoyer des trafics sur les uns les autres et regarder les résultats pour savoir quelles sont les variantes qui fonctionnent le mieux. Donc c'est des choses qui peuvent paraître assez basiques, sauf que généralement il y a besoin d'outils, d'A/B test, etc. En fait, là c'est totalement intégré dans la technologie et vous y avez accès par défaut de base. Alors on va voir que ce qui est intéressant, c'est que quand vous avez besoin de créer des variantes, ça demande à créer des variantes de contenu, ce qui n'est pas toujours évident. Et finalement, on se dit, bah oui, ok, je peux créer des variantes, mais il va falloir que je demande des designers, que j'ai tout un workflow de contenu, etc. Et ça va être compliqué. Donc là, on vous apporte quelque chose qui est nouveau dans Adobe Commerce, qui est en gros soit la connexion à AEM Asset, notre DAM, Adobe Commerce si vous l'avez, ou alors un mini DAM. Donc par défaut, si vous n'avez pas le DAM Adobe, vous aurez un mini DAM derrière, quelque part, et qui donne accès à en fait, des fonctionnalités de GenAI. Donc on a intégré en fait, dans les processus Firefly et Adobe Express, et qui vont vous permettre du coup d'aller rechercher un asset, de choisir cet asset-là, de créer une variante. Vous pouvez changer le fond, vous pouvez prompter pour demander à faire un fond différent, rajouter pourquoi pas du texte, faire un petit peu ce que vous voulez. Donc là, on a fait un exemple un peu bateau. Et pouvoir ensuite enregistrer cette image-là, du coup, dans le mini DAM ou dans le DAM Adobe si vous possédez le DAM Adobe, et l'utiliser sur le front-end hyper facilement. Donc du coup, quand vous allez vouloir faire des variantes de contenu, vous avez le storefront qui vous permet de le faire hyper facilement, et vous allez, grâce finalement à cette fonctionnalité-là, créer la variante hyper rapidement, sans changer de back-office, pour pouvoir la lancer en live sur votre site. Et évidemment, vous allez voir aussi comment performe du coup cette variante pour pouvoir corriger le tir le cas échéant et passer sur une autre expérimentation. On parle tout le temps de test and learn, d'expérimenter, on est vraiment en plein dedans. Deuxième gros sujet, deuxième gros bloc, le merchandising, troisième gros bloc, merchandising services. Alors, pour ceux qui connaissaient un petit peu, on avait déjà des briques sur ces sujets-là. On a énormément renforcé le catalogue service. Donc, catalogue service, c'est une brique qui permet finalement de mettre le catalogue dans une solution cloud native à disposition de tous les front-end, de tous les points de contact, avec une performance inégalée. Le problème, c'est que finalement, il n'était pas assez performant pour des complexités très fortes, notamment de B2B, etc. Donc, on a fait presque ce qu'on appelle, on va appeler une V2 de ce catalogue, qui permet d'aller jusqu'à 250 millions de SKU dans un seul catalogue sans aucun problème, qui permet d'enfin se libérer des complexités, des contraintes de différence de prix par client qui étaient limitées à, parler de customer segment, à 1000 dans les technologies initiales, qui permet d'aller à 30 000 avec la technologie actuelle. Et puis surtout de pouvoir mettre à jour ce catalogue en heures, en minutes ou en heures,
et plus un jour pour certains quand on avait des énormes catalogues B2B. Donc ça, c'est quelque chose qui a été énormément amélioré, donc qui s'appelle Catalog Service et qui utilise la notion de channel et de policies pour pouvoir gérer non seulement la capacité depuis un catalogue à ensuite créer des déclinaisons par marque, marché, pays, BU par exemple, ou donner accès à des catalogues particuliers en fonction des clients qui peut-être ne voient pas la même chose, et qui permet aussi la syndication, donc d'avoir par exemple l'accès à plusieurs catalogues de fournisseurs qu'on va agréger dans ce catalogue. Donc cette pièce est une pièce assez maîtresse d'Adobe Commerce as a Cloud Service. On garde une solution qui s'appelait Live Search, qui évolue et qui s'appelle Product Discovery désormais, et qui permet donc de faire de la recherche qui va être orchestrée par des merchandisers qui vont pouvoir créer des règles automatiques ou manuelles et faire du faceting intelligent. Et puis la recommandation produit, qui, à partir, pareil, d'algo et d'IA, va pouvoir faire des propositions intelligentes sur votre dispositif. Et évidemment, tout ça est monitoré, aussi bien le Product Discovery que Product Recommendation. Vous allez voir des indicateurs qui vont vous permettre de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, où est-ce que j'ai des recherches qui n'aboutissent pas, sur lesquelles je peux peut-être faire des choses pour améliorer mes taux de conversion. La partie développeur maintenant. C'est un sujet qui est hyper important, évidemment, puisqu'il n'y a pas un dispositif e-commerce qui est le même et la solution mérite évidemment d'être customisée. L'idée de base, c'est vraiment de fournir tout ce qu'il faut pour non plus customiser, mais étendre la solution. Donc éviter de créer de la dette technologique en développant dans le cœur, mais de développer autour en créant une architecture de microservices pour avoir sa propre solution composable à son image. Donc on fournit tous les outils pour le faire. Je vais aller très vite parce que je pense que c'est des choses que vous avez peut-être déjà vues, j'espère. En tout cas, je vous invite à aller les regarder. Il y a des Learning Pass accessibles sur notre site qui s'appelle Experience League, qui documente tout. Donc on a une technologie qui permet de créer des apps, des extensions hyper facilement. Langage JavaScript, accessible à tous. C'est serverless, c'est hyper simple. Et ça permet du coup de créer soit des intégrations ou alors des modules qu'on appelle extensions désormais. Ces extensions, App Builder, elles sont intéressantes parce qu'elles peuvent attraper des événements. Donc on a plus de 700 événements qui partent automatiquement d'Adobe Commerce et qui partent dans un tunnel. Et donc toutes les applications que vous développez vont pouvoir souscrire à des événements pour pouvoir déclencher un traitement. Ça vous permet justement d'étendre Adobe Commerce sans avoir à coder dans Adobe Commerce, puisque l'événement part déjà avec tous les paramètres qu'il faut. Donc ce qu'on appelle de l'Event Driven Integration. Vous avez tout ce qu'il faut pour le faire. On a aussi la notion de Webhooks. Alors, c'est des choses que vous connaissez certainement, puisque dans Magento, on a déjà cette notion-là, mais qui est interne à la solution. Ici, en fait, vous allez customiser pour pouvoir déclencher un événement, un appel API externe, avec les paramètres qu'il faut et récupérer son retour. Ça, c'est fait pour faire du temps réel. Donc, par exemple, dans le tunnel de commande, vous voulez calculer le prix d'une livraison en temps réel en fonction de ce qu'il y a dans le panier, le poids et l'adresse du destinataire. Vous customisez, enfin vous paramétrez ce webhook, ça appelle le bon service. Il n'y a pas de développement dans le noyau pour ce faire. Et puis ensuite, si on veut créer une plateforme composable, elle va être composée de toutes les API du noyau, du cœur, toutes les API des développements que vous allez faire avec App Builder, plein de petits développements que vous allez faire, des microservices que vous allez créer, des third parties que vous allez intégrer dans ce dispositif-là. Tout ça, ça mérite d'être orchestré. On va l'orchestrer par au-dessus, par en dessous. Par au-dessus, c'est-à-dire pour proposer avec API Mesh un layer qui va syndiquer toutes les API
et exposer ces API à n'importe quel front-end, n'importe quel point de contact. Donc on orchestre toutes ces API-là pour les rendre disponibles avec la performance qu'il faut évidemment. Et on va l'orchestrer aussi par en dessous, parce que si on crée une architecture avec des microservices, ça veut dire qu'on se retrouve avec des petites pages de back-end un peu partout pour ici gérer les magasins du store locator, ici gérer le back-office d'Adobe Commerce lui-même, etc., etc. Et donc l'idée, c'est de pouvoir très facilement intégrer toutes ces pages de back-office dans le back-office Adobe Commerce. Donc de donner à vos utilisateurs de la plateforme un seul back-office pour tout gérer. Ces extensions qu'on va créer dans Adobe Commerce, finalement, on s'est très vite rendu compte qu'il n'y avait pas besoin de réinventer sans arrêt la roue et qu'on pouvait certainement proposer des templates prêts à l'emploi pour vous aider à intégrer des choses qui sont assez communes. Donc on a, il y a un an, sorti ce qu'on appelle l'Integration Starter Kit, qui permet d'intégrer des back-ends de type PIM, OMS, ERP, OMS. Et on sort ici au Summit, on a sorti un Checkout Starter Kit qui comprend 3 types d'intégration, les taxes, shipping et payment. Donc vous avez des blueprints, des templates prêts à l'emploi pour pouvoir développer ces connecteurs-là. Alors ces connecteurs-là, ils fonctionnent super bien puisque on a fait l'exercice en novembre dernier d'inviter des partenaires, l'un d'eux est dans la salle d'ailleurs, à Barcelone. Et on a pris 2 personnes de ces partenaires pendant 2 jours. Et chaque partenaire a développé donc en 2 jours un connecteur et l'a publié sur la marketplace. On en a un pour SAP S/4HANA, un pour Akeneo, et je ne me rappelle jamais du 3e. Mais en tout cas, le fait est qu'en 2 jours de développement, ils ont pu développer un connecteur suffisamment robuste pour le publier sur la marketplace. Il a été validé par Adobe. Enfin, vu qu'avec Adobe Commerce as a Cloud Service, on ne va plus développer de modules dans le cœur, toute la richesse de la marketplace est évidemment hyper importante. Et donc, on a un grand chantier pour pouvoir implémenter les 100 plus gros modules utilisés de la marketplace en mode extension avec AppBuilder. Donc, on a sélectionné ces 100 extensions-là et elles sont dans un tunnel de développement. On a déjà sorti 20 extensions pour le Summit et on s'est engagé à en avoir 100 pour la fin de l'année présentées sur la marketplace. Avec aussi évidemment des facilités d'accès et d'installation à la plateforme qui soient aussi simples qu'auparavant. Et puis enfin le cœur. Évidemment, le cœur, du coup, on a tous les bénéfices d'un cœur SaaS, la facilité d'accès, la facilité de provisioning, où en quelques clics, finalement, vous avez une interface et en quelques clics, vous allez pouvoir créer votre instance de pré-production, de production, sans l'intervention d'Adobe. Vous avez une notion de crédit et puis voilà, vous lancez vos différentes instances hyper facilement. Toutes ces instances-là sont auto-configurées, pré-configurées avec des accélérateurs qui vous permettent déjà, en fait, quand vous lancez l'instance, d'avoir quelque chose qui fonctionne et ensuite de la nourrir évidemment de vos catalogues, de vos extensions, de vos propres développements. Et puis évidemment, elle bénéficie de toute la capacité finalement et d'élasticité du cloud, d'auto-scaling qu'on s'est évertué à faire sur la version Pass et sur laquelle on n'a pas pu aller au bout de ce qu'on voulait faire. Là, elle est complètement disponible. Et puis tous les upgrades qui seront automatiquement poussés par Adobe. Vous n'avez rien à faire et il n'y a aucun risque pour votre applicatif, puisque vous n'avez pas développé dans le cœur. Alors, dernier point, je vous ai parlé des agents IA qui sortent sur Adobe Experience Cloud, sur Adobe Experience Platform. Donc, on en a déjà un premier qui bénéficie directement à Adobe Commerce et qui est assez intéressant. Si vous utilisez justement ce storefront dont j'ai parlé tout à l'heure, on va pouvoir monitorer tout ce qui se passe dessus et comprendre exactement ce qui va bien, ce qui va mal, là où il y a des liens cassés, des mauvais taux de rebond, peu importe en fait, des anomalies
et des choses dont on pense qu'elles peuvent être améliorées. Donc là, c'est une IA en fait qui fait ça, qui parcourt ça. Et du coup, on va proposer dans une interface assez simple au merchandiser la capacité de voir justement ces éventuels problèmes et de proposer directement des actions correctives sur lesquelles ils vont pouvoir soit valider qu'on fait cette action. Donc par exemple, un lien cassé, l'IA va aller chercher quel lien probablement aurait été le bon. Et du coup, vous proposez en un clic de dire « Ah bah oui, oui, effectivement, c'est celui-là le bon ». Ou alors de dire « Ah bah non, non, en fait, moi je sais, non, non, c'est un autre lien et je corrige ». Donc l'IA ne fait jamais rien seul, mais nécessite que vous validiez évidemment cette action-là pour la mettre en place. Mais vous fait gagner un temps énorme. Donc voilà. Et du coup, pour finir, c'était un petit peu long, je vais prendre les questions juste après. Pour finir, et à l'américaine, les points clés à retenir finalement, c'est ce qu'on apporte en fait, c'est vraiment l'idée de pouvoir moderniser et emmener votre applicatif, si vous avez des gros enjeux, des plateformes assez complexes, sur une plateforme qui soit beaucoup plus moderne, composable, plus robuste, qui s'appuie sur des technologies cloud natives. Et donc, on offre à tout le monde de pouvoir implémenter ces nouveaux dispositifs, ces nouvelles plateformes sur cette technologie-là, mais aussi pour ceux qui ont déjà un dispositif existant, de pouvoir moderniser pour progressivement aller vers cette nouvelle solution-là, ou d'optimiser un dispositif existant, et même, pourquoi pas, un Magento open source. On se garde un Magento open source en dessous comme étant le cœur, et de proposer Adobe Commerce Optimizer qui va venir au-dessus et gérer votre expérience Fontaine. Ça vaut la peine, je pense, de prendre le temps. C'est des technologies qui sont nouvelles. C'est tellement facile de continuer à faire ce qu'on est habitué à faire. Je pense que c'est hyper important de regarder en fait ce qu'on a fait là-dessus, parce qu'il y a des technologies qui sont très intéressantes, qui vont tous nous challenger un petit peu, qui apportent des bénéfices certains. Donc ça vaut la peine. Il y a, on vous fournira des liens si vous le souhaitez. Il y a un site qui s'appelle notamment, vous tapez Adobe Experience League. Il y a plein de choses dessus, des tutorials, de la documentation. Et puis on a des nouveaux trainings qui arrivent et des nouvelles certifications qui arrivent pour ces produits. Et clairement, un dernier point, je pense que ça nous fait surtout rentrer dans une nouvelle ère où les clients qui vont passer sur ces technologies-là n'auront plus besoin d'attendre X versions pour accéder à des nouvelles innovations, mais vont pouvoir bénéficier de toute l'innovation qu'on fournira au fil de l'eau. Je sais qu'il y a déjà des choses qui arrivent qui sont prévues pour septembre-octobre, j'en dis pas plus, mais voilà, c'est des choses qui font qu'une fois qu'on passe sur ce dispositif-là, finalement, on est dans ce mode d'innovation continue qui est apporté par Adobe. Non seulement au sein de la solution, mais intégré aussi aux autres solutions de contenu et de data. Donc voilà pour moi. Charles, tu vas me donner un coup de main en me posant les quelques questions que tu auras sélectionnées dans le public. Ouais. Juste pendant qu'on fait ça, pour ceux qui le souhaitent, je vais laisser 2 QR codes qui vous permettent, si vous êtes intéressé, de demander accès en mode Early Access. Pour la dizaine de questions des partenaires que j'ai eues sur Commerce as a Cloud Service, c'est le QR code de gauche. Voilà, Adobe Commerce as a Cloud Service à gauche et Adobe Commerce Optimizer à droite. Ça permet de participer à un mode Early Programme. On est GA, donc disponible en juin. D'abord sur une zone américaine, en juillet en IMIA, donc on y est immédiatement. Et donc vous pouvez participer si vous le souhaitez. Charles ? Merci Régis. On a une question sur le catalogue. Est-ce qu'il est possible de diffuser son catalogue Magento ou Adobe Commerce sur les marketplaces, ou est-ce qu'on a besoin d'un agrégateur de flux ? Alors, il faudra certainement créer, alors ça peut être avec AppBuilder ou ça peut être avec un agrégateur tiers, un outil qui va faire le mapping entre notre catalogue, la façon dont on a de l'exposer et la façon dont la plateforme veut le recevoir. Donc cet agrégateur est quelque part obligatoire.
Ok. On a une question aussi sur la personnalisation en front. Est-ce qu'il y a un outil de monitoring pour ça? Alors, tout ce qu'on fait en fait en termes de personnalisation est monitoré. Donc, on a des KPI qui sont visibles par les merchandisers. Alors, on le fournit à plusieurs niveaux d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on essaye quelque part dans ce qu'on fait de démocratiser la donnée. Donc, toute la donnée vient du même endroit, mais va être disponible dans des interfaces différentes en fonction des personnes qui utilisent telle ou telle interface. Donc, si on utilise Adobe Analytics, par exemple, l'équivalent, en mieux évidemment, de Google Analytics, on va dans Adobe Analytics voir tout ce qui se passe, mais c'est plutôt réservé sûrement à un public un petit peu d'analystes data. Dans Adobe Commerce, dans le back-office Adobe Commerce, on va retrouver un certain nombre de ces KPI qui vont nous permettre de prendre les bonnes décisions et de savoir si les actions de merchandising qu'on fait sont efficaces ou pas. Avec ce que vous annoncez, est-ce qu'on a toujours besoin d'un DAM? Alors oui, parce que dans ce que nous on propose, c'est un mini DAM, c'est-à-dire que finalement c'est quand même un répertoire d'assets, entre guillemets, un peu bête. Il est très intelligent sur la partie génération pour créer des variantes, etc. Mais il n'a pas cette capacité qu'a un DAM de gérer des workflows, des états de publication, d'assets, etc. La collaboration avec une agence, avec des créatifs. Donc toute la partie, le DAM et ce qu'est le PIM au produit. Donc le catalogue n'est pas un PIM et notre mini DAM n'est pas un DAM. Voilà. Et donc par contre, si on utilise AEM Assets, on a exactement le même workflow de travail. Simplement, on n'est plus sur un répertoire, mais sur un DAM intelligent. Ok, dernière question. En tant qu'équipe de dev, quel est l'impact sur les temps de développement de cette version SaaS? Alors, on gagne énormément de temps. Par exemple, les accélérateurs, ce que j'ai appelé les starter kits, on a estimé, en regardant différentes implémentations, qu'elles faisaient gagner à peu près 50% de temps. Le storefront fait gagner aussi pas mal de temps. Alors, c'est amusant parce qu'il y a une question du coup qui m'est arrivée assez rapidement. Alors, ni dans les pays en Central, ni dans les pays en UK, mais beaucoup en Europe de l'Ouest, beaucoup en France. Et certains m'ont dit, bah oui, mais moi je gagne ma vie parce que je fais des lignes de code. Donc là, en fait, votre solution, elle ne m'intéresse pas trop. Ça veut dire que moi, j'ai moins de travail. Donc ça, c'est une question que je trouve intéressante. Moi, je pense que par expérience et pour avoir fait plus de 11 ans, 12 ans d'implémentation avant de rentrer chez Adobe, j'ai jamais vu un projet sur lequel on avait un backlog qui n'était pas plein. Et systématiquement, en fait, les clients sont frustrés parce qu'il y a une partie du backlog qui est mangée par de la mise à jour, de la sécurité, de l'upgrade, etc. Ça crée des vraies tensions. Moi, mon pari, et j'en suis certain, c'est que, en fait, si on passe moins de temps sur ces upgrades et ces choses qui créent des frictions et qui ne créent aucune valeur, vous aurez pour autant au moins autant de travail parce que ça va vous permettre de travailler sur les features que le business veut pour améliorer son dispositif. Donc ça ne va pas enlever du travail, ça va vous enlever la partie moins sympa du travail et ça va permettre de se concentrer sur des choses qui ont un petit peu plus de valeur. Et on pourra en débattre si vous le souhaitez après. Merci beaucoup. Merci pour ces questions. Merci beaucoup Régis pour ces réponses. Et vous le voyez sur le programme qui s'est affiché, mais vous pourrez le retrouver si vous avez flashé le QR code du groupe WhatsApp tout à l'heure, qu'il y aura des conférences autour de ces solutions Adobe au fil de la journée. On va marquer une pause, c'est l'heure d'aller prendre un café, mais on se retrouve ici à 11h pour la suite de notre programme. Et à 11h, il y aura aussi le début des programmes dans les breakout sessions. Donc voilà, soyez là, présents à 11h. À tout de suite.